convaincue que l'entrepreneuriat social et solidaire est l'une des façons les plus efficaces pour développer des solutions concrètes face à l'urgence des défis sociaux, écologiques et sociétaux. La Massif, assureur mutualiste, soutient le podcast Changer la norme. Et oui, la Massif fait le pari d'un monde plus solidaire, plus responsable, le pari d'une économie positive grâce à notre mobilisation et celle des acteurs du changement. Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. En France, 10 millions de personnes auront 75 ans en 2040 selon l'INSEE. Et 85% d'entre nous, selon l'IFOP, souhaitent vieillir à domicile. Les besoins d'accompagnement par des auxiliaires de vie sont donc croissants, mais à cause de faibles rémunérations, d'un statut peu valorisé et de conditions de travail difficiles, il y a une pénurie. Le bien vieillir et la silver economy seront parmi les défis de ce siècle. Derrière ce secteur, humain comme économique, se cachent des réalités très diverses et certains entrepreneurs sociaux. Je m'appelle Flavie Després et je suis heureuse de vous accueillir dans Changer la norme, le podcast dans lequel je reçois depuis 3 ans ces femmes et ces hommes qui entreprennent autrement. Loin des clichés de l'entrepreneur bisounours, ils gèrent leurs entreprises, coopératives, associations, avec raison et avec passion. Dans Changer la norme, nous parlons de leur parcours, de leur vie entrepreneuriale, de leurs succès et de leurs échecs, de chiffres et d'humains. Cela fait 17 ans que Daphna, fonctionnaire dans le secteur de la petite enfance, a pris sa vie à rebours pour se lancer dans l'entrepreneuriat au service des personnes âgées, dépendantes et vulnérables. Aujourd'hui, à la tête d'une équipe de presque 200 personnes, autrice de 3 livres sur le sujet du service à la personne et militante du bien vieillir et de l'économie sociale et solidaire, elle livre dans cet épisode de Changer la norme son parcours, la création d'une puis 2 entreprises dont Logivité, ESUS depuis 2017, et comment elle œuvre au quotidien pour la revalorisation des auxiliaires de vie et l'amélioration des conditions de travail de ces travailleuses et travailleurs de l'humain et de tout ce qu'il faudrait changer pour une société plus solidaire. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les plateformes de diffusion, à commenter et à nous envoyer vos réactions et suggestions d'invités. C'est grâce à tout cela, et surtout grâce à vous, que nous pourrons vraiment changer la norme. Bonne écoute. Bonjour Daphna. Bonjour Flavie. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Bon, merci d'être avec nous pour cette saison de Changer la norme. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet important, mais assez peu traité, ou bien parfois sous le spectre des scandales qui abîment ce beau secteur. Tu es la 2e entrepreneur sociale sur ce volet, qui moi me touche pour des raisons personnelles. C'est celui des auxiliaires de vie qui accompagnent les fins de vie, les derniers jours ou les jours quotidiens des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Donc merci beaucoup de venir nous parler de Logivitae. Est-ce que tu peux nous dire, Daphna, qui tu es? Je suis travailleur social de formation. J'ai initialement eu envie de travailler plutôt en direction des enfants. Et puis, quand j'ai eu mes propres enfants, en fait, c'était difficile d'aller m'occuper des enfants des autres. J'étais dans la fonction publique territoriale et là, ça a été le grand écart. Je suis passée de fonction publique à chef d'entreprise et des enfants au grand âge en créant ce service d'aide à domicile qui se voulait résolument à vocation sociale. Donc, c'était il y a 15 ans. C'était, oh là là, ça presque 17 maintenant. Ah oui, ça passe très vite. Et alors, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'il y a précisément derrière cet intitulé? En quoi consiste précisément ce métier? Alors, le travail que nous menons, moi et mes équipes, c'est vraiment d'aller rencontrer les personnes chez elles lorsque la perte d'autonomie, le handicap, la maladie fait que c'est plus compliqué à vivre tout seul chez soi. On les aide à poser un diagnostic sur leur situation, leur expliquer quelles sont les politiques sociales qui peuvent permettre le financement aussi de nos services, qu'est-ce qui est possible de faire. Et ensuite, une fois qu'on a proposé, trouvé l'organisation qui semble convenir à leur vie quotidienne, et une auxiliaire de vie va venir tous les jours les aider à se lever, à se laver, à préparer un repas, à faire des courses, à papoter aussi, parce qu'elles
elles ont une fonction très forte au niveau du lien social. On parle beaucoup de l'isolement des gens en général, des personnes âgées en particulier. Il y a eu un rapport terrible qui a été fait par les Petits Frères des Pauvres qui montre combien les gens, en vieillissant, perdent de l'interaction sociale. C'est vrai que les professionnels que nous sommes, et en particulier les auxiliaires de vie, remplissent cette mission formidablement bien. Si tu veux bien, on va revenir donc il y a 17 ans. Donc tu changes de secteur pour des appétences ou des raisons personnelles. Mais pourquoi devenir entrepreneur ? Pourquoi tu n'es pas resté dans la fonction publique, mais auprès d'un public plus âgé ? La vraie histoire, hein. Ah bah oui, Tu veux la vraie histoire. Je veux la vraie. On veut tous les vraies histoires. Écoute, j'étais dans un service, je travaillais pour une mairie à ce moment-là, et je m'éclatais. Vraiment, j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'avais une chef de service qui savait utiliser, mettre en avant ma créativité, ma fantaisie, voilà, et puis en même temps me canaliser pour que ça parte pas dans tous les sens. Donc j'étais assez jeune à ce moment-là. Et j'ai pu vraiment m'amuser beaucoup, m'épanouir beaucoup, être utile pour les enfants de cette commune. Et puis, j'ai eu un changement de chef de service. Cette femme fantastique est partie. Et j'ai tombé sur un mec horrible, autoritaire, qui ne comprenait rien. Et qui a flingué, en fait, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu à ce moment-là, qui a flingué le travail que j'avais mis en place pendant 5 ans. Et je me suis dit, alors, c'est fini, moi, T'as perdu l'envie. Plus de chef. C'était pas tant de plus bosser dans la fonction publique, c'était je veux plus de chef, il faut que je sois mon propre chef. C'était très naïf parce que même quand on est chef d'entreprise, on a des chefs, quoi, d'une manière ou d'une autre. Ah oui, on a des chefs. Oui, tu dois rendre des comptes en tout cas. On rend des comptes, voilà. Mais bon, dans la vision que j'avais à ce moment-là, c'était je veux plus de chef parce que ça peut anéantir tout mon travail. Et donc l'entrepreneuriat. Et pourquoi le service d'auxiliaire de vie ? Alors l'entrepreneuriat, je crois que c'est certainement lié à mon histoire familiale. Moi, je viens d'une famille qui a quitté la Tunisie et qui est arrivée dans une grande précarité. Ma famille maternelle dans une grande précarité en France. Voilà, au fur et à mesure des années de leur intégration dans notre pays, ils ont créé leur entreprise à cette époque-là. C'était une entreprise de tourisme. Au moment où les voyages se démocratisaient dans les années 80. Et donc, moi, j'ai grandi dans cette ambiance-là. Ma maman, elle m'a emmenée dans son agence de voyage. J'y passais mes dimanches. Je pense que du coup, j'avais quand même, mine de rien, une culture d'entrepreneur. Et en même temps, moi, j'avais une formation de travailleur social. Donc, du coup, plutôt que créer une association, ce qui est plutôt plus naturel avec un profil comme le mien, moi, j'ai eu envie de créer une entreprise. D'abord parce que j'avais envie qu'elle m'appartienne, cette entreprise, et que c'est quand même plus compliqué. C'est-à-dire c'est impossible quand on crée une association, ou alors il faut un peu bricoler. Et moi, je n'avais pas envie d'être dans ce bricolage-là. Et j'aimais bien cette idée de mélanger les genres, quoi. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'existait pas encore ESUS, donc je rentrais dans aucune case, quoi. Comment ça a commencé ? Comment on finance une entreprise de service d'auxiliaire de vie ? Alors moi, je suis vraiment, vraiment pas un bon exemple. La réalité, c'est que... Non, mais tout exemple est bon à prendre en entrepreneuriat. Donc. La réalité, c'est que d'abord, avant de créer cette entreprise, j'en ai créé une première que je n'ai pas créée toute seule, qui était plutôt une entreprise de service à la personne. En 2005, le plan Borloo se lançait et on était très, 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 très nombreux à créer des entreprises de service à la personne, aussi nombreux qu'elles se fermaient ensuite, d'ailleurs. Et j'avais très peur quand même de me lancer. Donc, j'ai été voir mon cousin qui était l'entrepreneur de la famille en lui disant « Tu ne peux pas faire ça avec moi ?» Et lui, ça l'a carrément branché. Donc, on a monté cette première boîte tous les deux. Et elle a, je dois dire, décollé assez vite. Mais moi, travailler pour des gens qui allaient bien, qui avaient besoin de ménage, je ne sais pas quoi, ça ne me branchait pas du tout. Parmi ces personnes-là, il y avait quelques personnes âgées à ce moment-là qu'on accompagnait. Et vraiment, je me rendais compte que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Donc, assez vite, je lui ai vendu mes parts. Alors, cette première boîte, on l'a montée avec 3 bouts de ficelle. Pour vous dire, on avait chacun 4 000 € de côté qu'on a mis. Donc, on avait 8 000 € en tout. On avait plein de gens bienveillants autour de nous. On nous a prêté des locaux. On avait un ami expert comptable. L'entourage a été pour beaucoup dans la réussite de cette première boîte. Sur ce, je vends mes parts qui coûtaient pas très très cher, mais en tout cas, pour moi, c'était une fortune. Et du coup, grâce à
à ses parts vendues à mon cousin, je peux repartir de zéro pour créer Logivité, qui sera une entreprise qu'à vocation sociale, qui ne s'adressera qu'à des gens fragiles, vulnérables, qui ont absolument besoin de nous pour continuer à vivre chez eux. D'accord, donc tu avais un apport qui t'a permis de monter... Au deuxième coup, oui. De monter Mais c'est bien, non mais attends, c'est comme ça qu'on progresse. Et est-ce que tu peux nous décrire ce que aujourd'hui, tu as combien de salariés? Aujourd'hui, c'est presque 200 salariés. Donc, c'est plus de 1000 personnes accompagnées quotidiennement. Je crois que depuis le début de l'aventure, on doit avoir accompagné plus de 7000 personnes. Quoi. C'est un truc de dingue. Bah tu vas nous raconter comment ça a grandi aussi fort en termes RH et effectifs. Mais peut-être qu'on peut se pencher d'abord sur comment ça fonctionne, c'est quoi le business model. Est-ce que c'est des familles qui te payent? Est-ce que c'est l'État, pour qu'on comprenne bien un peu la prise en charge? Parce qu'à moins d'avoir une personne dans son entourage dont on gère, j'imagine, le quotidien, c'est assez méconnu. Alors, c'est vrai que business model, c'est vrai que c'est des mots avec lesquels je ne suis pas très accoutumée, mais effectivement, il y a un modèle économique. Source de Non, mais il faut bien gagner des sous pour pouvoir payer tout le monde. Tu as raison de le souligner. La difficulté pour moi, c'est que j'ai vraiment très envie de travailler pour des gens qui n'ont pas d'argent. Donc, du coup, il faut faire avec les politiques sociales qui existent en France. Et on a la chance d'être dans un pays, même si elles ne sont pas parfaites, mais si, en tout cas, qui veille à ce que la solidarité, en tout cas auprès des plus vulnérables et des plus fragiles, fonctionne encore. Donc, dans le cadre du soutien à domicile, il existe quelque chose, une allocation qui s'appelle allocation personnalisée d'autonomie, APA, qu'on peut mobiliser lorsque on a plus de 65 ans et qu'on est en perte d'autonomie. À ce moment-là, une assistante sociale, une évaluatrice du département, parce que c'est les départements qui ont la responsabilité de l'action sociale dans notre pays, vient vous rencontrer à votre domicile et en fonction de votre perte d'autonomie et de vos revenus, vous fixe un nombre d'heures et un montant à régler. Ce nombre d'heures est généralement très insuffisant, particulièrement quand on est en grande perte d'autonomie. Et le montant, finalement, ne correspond pas à grand-chose parce qu'il est sur un taux horaire qui est en dessous du coût de revient d'un service d'aide à domicile. Bon, tout ça étant dit, on comprend bien pourquoi, finalement, le secteur du domicile et les professionnels qui y travaillent rencontrent un certain nombre de difficultés pour mener à bien leur mission. Et effectivement, en ce moment, on entend de plus en plus, j'espère en tout cas, dans la bouche en tout cas du gouvernement, de nos élus, qu'il y a quelque chose à repenser pour pouvoir proposer quelque chose d'un peu plus qualitatif aux gens qu'on accompagne, sans quoi, effectivement, c'est très compliqué de pouvoir rester chez soi et souvent, on est contraint de partir dans un EHPAD. Alors, moi, ce qui coûte aussi très cher, cela dit. Moi, j'ai rien contre les EHPAD. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit le choix des gens. Il y a des gens qui ont envie de vivre en collectivité et puis d'autres pas. C'est très cher, oui et non. En fait, si on n'a vraiment pas du tout de sous, ce qu'on paye en fait quand on va en EHPAD, c'est l'hébergement et la restauration. Tout le reste, en fait, ça coûte plus cher encore, mais c'est pris en charge par la collectivité. Le soin et la dépendance, c'est pris en charge par la solidarité nationale. Et puis, pour les gens qui ne peuvent pas payer l'hébergement et la restauration, il y a encore une autre solidarité qui s'appelle l'habilitation à l'aide sociale et qui prend en charge aussi... Donc voilà, donc pour les plus pauvres d'entre nous, il est possible d'aller en EHPAD sans avoir à payer des milliers et des cents. Donc, il y a des solutions intéressantes, intelligentes dans notre pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans le choix des gens. Or, aujourd'hui, les politiques sociales pensées pour le domicile, elles ne sont pas aussi équitables. Et voilà, du coup, beaucoup de gens n'ont pas de solution pour pouvoir rester chez eux et s'en vont. Et ça concerne combien de millions de personnes ? Alors là, c'est terrible. Je ne sais pas si tu te rappelles du bêtisier de Krasuki dans les années 80. Mais moi, j'ai un gros problème. Dans les années 80, il y a peu de chances que je me souvienne. 90. C'était 90. Ouais. Où il doit dire un chiffre, le pauvre, c'est terrible. Alors moi, ni je sais dire les chiffres, ni je m'en rappelle. Bon, Ce que je me rappelle, c'est que les plus de 60 ans vont... le nombre des plus de 60 ans devrait doubler à partir de 2030. Il y aura plus de gens de plus de 60 ans. Et 60 ans, c'est jeune. C'est jeune. 60 ans, ça c'est va. jeune. Tu fais bien de le souligner. 60 ans, 70 ans, c'est plutôt les enfants des personnes que j'accompagne. Mais on comprend quand même qu'on
qu'on est dans une société qui est a priori plus vieille qu'elle ne l'a été. La silver Ouais. economy a de grands jours devant elle. Alors moi, j'ai un Il y a chiffre. les chiffres aussi, c'est le nombre de salariés qui manquent déjà. On parle de 130 000 salariés manquants pour le secteur du domicile. 130 000. Il va y avoir dans les 5 années à venir aussi beaucoup de départs en retraite d'auxiliaires de vie en poste aujourd'hui. Enfin, voilà, donc il y a un vrai sujet aussi sur le nombre de salariés manquants. Voilà, moi, j'ai quelques chiffres. J'ai 10 millions de personnes auront 75 ans en 2040 en France. Et 85% des Françaises et des Français souhaitent vieillir à domicile. Oui, c'est des bons chiffres. Donc, ça fait quand même 7 millions de personnes dont il faut s'occuper parce que même s'ils sont autonomes en vieillissant, ils ont, j'imagine, toujours besoin de... Pas systématiquement, hein. Si on pouvait faire un travail beaucoup plus en amont, de prévention, d'accompagnement, d'adaptation de notre société, d'adaptation des logements, on en parle beaucoup. Du coup, on pourrait permettre à des gens de rester en forme jusqu'au bout de leur vie sans qu'ils aient besoin de services comme le mien. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais on m'avait dit qu'en réalité, c'était pas une fatalité, la dépendance, quand on devenait vieux et que ça concernait qu'une personne sur 5. Moi, je trouve ça plutôt encourageant. Moi, je trouve ça très peu. Bah ouais, mais c'était un monsieur très sérieux qui m'avait dit ça en cours. Non, je sais alors pas, je ou te bien le je me répète. dis, on est mal logé autour de moi, mais bon, écoute, tant mieux. Après, j'imagine que ça dépend ce qu'on met derrière dépendance, parce qu'il y a aussi la solitude et des choses de confort qui sont une dépendance émotionnelle, etc., et pas forcément de matériel. En tout cas, ça joue, le moral et le bien-être psychique jouent sur l'état de santé des gens. Donc effectivement, si on arrive à mettre en place des choses pour que toujours nous restions en lien les uns avec les autres, pour toujours avoir des projets dans la vie, quels que soient nos âges, on vieillit mieux. Après, il y a tout un pan de cette économie du domicile qui est aussi sur tout ce qui est technologique. Effectivement, comme tu disais, la prévention, mais c'est vrai que maintenant, ils se sont développés un certain nombre de services pour permettre aux gens de rester à domicile. Mais c'est vrai que maintenant, la technologie peut à peu près tout faire. Moi, en 2014, j'avais expérimenté. On était même précurseurs. On n'avait pas inventé, mais on s'était dit, il y a plein de petits objets Ah, connectés tu t'es lancé dans la qui tech. pourraient nous donner des alertes pour être en amont des catastrophes. Et puis même, au-delà de ça, je te souriais quand tu disais ça, parce que moi, mon rêve, ça serait qu'il y ait plein de robots qui fassent toutes les tâches ménagères pas intéressantes. On les voit maintenant, les petits robots, les petits aspirateurs et tout ça, pour que le temps humain, le temps de l'auxiliaire, quand l'auxiliaire de vie est là, elle ne se prenne pas la tête à passer l'aspirateur, parce que ça, c'est pas très intéressant. En plus, l'aspirateur, ça fait du bruit, on ne peut pas se parler en même temps. Et qu'elle puisse vraiment être complètement disponible pour la personne qu'elle accompagne. En tout cas, moi, j'aimerais que tous ces robots arrivent là pour que les auxiliaires de vie soient vraiment au service des gens, quoi, Oui, et de qu'on soit l'humain. vraiment dans le lien. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a un vrai sujet quand même sur les auxiliaires de vie. On n'en parle pas assez. Moi, je suis ravie de venir répondre à tes questions parce que c'est une des rares émissions qui m'invite, qui n'est pas spécialisée sur le soutien à domicile, le grand âge. D'habitude, ça tourne toujours. Non, Voilà. moi, je suis spécialisée Et donc- sur l'entrepreneuriat social et l'impact, ce qui est déjà... Et du coup, c'est génial parce que ça ouvre le cercle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les auxiliaires de vie, le rapport de Myriam El Khomri révélait que la précarité des auxiliaires de vie est à 17 ou 18%, contre 6% toutes professions confondues sur le plan national, contre 3% concernant les aides soignantes. Donc on comprend bien en fait que malgré ce que tu as dit, 95% des Français veulent vieillir à domicile et tout ça, malgré les politiques sociales dont je parlais tout à l'heure, il y a un truc qui ne va pas, qui font que les victimes de nos bonnes intentions aujourd'hui, c'est les salariés de ce secteur, parce qu'elles n'arrivent pas à vivre d'un métier qui pourtant, alors en plus depuis le Covid, a fait la démonstration de son côté indispensable, de son importance pour la cohésion sociale. Mais c'est une question de financement, C'est une question de financement. donc c'est une question politique. C'est une question politique. Ok. Enfin, on raccroche les wagons. Non, mais
C'est parce qu'en fait, j'imagine que les ressources des Français et des Françaises ne sont pas infinies, qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et toi, je sais pas comment tu fais pour tenir avec ça doit être un recrutement très en tension, et donc il y a un moment, que tu peux pas non plus, Alors moi, je crois que j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai très peu de turnover. Voilà. J'ai une équipe de près de 200 personnes. Je pense que j'ai un noyau dur d'au moins 140 personnes fantastiques qui, malgré les difficultés, malgré voilà, s'accrochent, mettent du sens, aiment les gens, sont dans le lien. Et puis nous, Logivité, c'est vraiment, on est officiellement ESUS maintenant. Et on est félicitations. vraiment dans la gouvernance participative et tout ce qu'on peut mettre en place pour faciliter la vie des auxiliaires de vie et de l'équipe, c'est mis en place au fur et à mesure. Voilà, une des dernières mesures, par exemple, qu'on a prises, c'est de financer 100% de la carte de transport, 100% aussi de la mutuelle, parce qu'on se rendait compte qu'elles avaient quand même, quand il y avait un choix à faire, le choix, c'était pas de financer sa protection santé, quoi. C'était peut-être des choses plus vitales, plus je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse très attention à ce qu'elles aient une couverture, une mutuelle. Enfin, voilà. Et on essaye d'être un peu au-dessus des minima de la convention. On essaye, voilà, on a mis en place aussi tout un accompagnement social pour répondre à leurs difficultés sur le logement, sur des difficultés économiques, sur les gardes d'enfants. Enfin, voilà, on est un peu sur tous les fronts. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout pris en compte quand j'ai créé Logivité. Moi, je me disais, c'est pour aider des gens âgés. C'est déjà un gros sacerdoce. Tu un double volet social. Mais en fait, je veux pas être une entreprise d'insertion. Mmh. Mais par contre, pour les femmes qui composent mon équipe, C'est j'ai que des femmes envie. Ouais, il y a quelques hommes, mais vraiment, ça c'est vraiment. Voilà, j'ai quelques hommes dans mon équipe, mais de toute façon, je dirais toujours les femmes parce que le nombre l'emporte maintenant sur la règle horrible de grammaire qui nous obligeait à tout mettre au masculin dès qu'il y avait un homme. Mais voilà, je me sens vraiment missionnée pour elles, par elles. Je trouve que l'entreprise que je dirige est un fantastique moyen, un moyen qu'on m'avait jamais donné sur mes autres postes de travailleur social. C'est paradoxal, je le dis souvent, mais en fait, finalement, d'être patron, c'est un outil fantastique pour être travailleur social. C'est l'outil économique dont je dispose, je l'ai jamais eu ailleurs. Et tu as envie de faire ça longtemps? Je sais pas. Il y a des fois. Il y a des fois, tu en as marre? En fait, je dis tous les 5 ans que je vais vendre ma boîte. Je me dis non, mais là, c'est Mais plus ça, c'est possible. normal. Ça, c'est normal. Mais voilà, je dis ça depuis que j'ai 30 ans. Alors, je disais à 35 ans, et puis après à 40 ans, et puis après à 45 ans. Puis je vais avoir 50 ans dans 3 ans, et je ne sais pas ce que je dirai dans 3 On ans. verra ce que la vie, qui a souvent plus d'imagination que nous, te réserve. Daphna, je veux bien qu'on prenne quelques minutes rapides parce que tu es très impliquée via la nature de ce que tu fais et sur la manière dont tu as construit Logivité avec la gouvernance partagée, le statut ESUS. Mais comme ça fait 17 ans, tu es à la fois dans le secteur entrepreneuriat social et dans le care. Qu'est-ce que tu as vu changer? Beaucoup de choses, j'imagine. Mais... Là, je pense vraiment, mais je crois que c'est essentiellement dû à la crise sanitaire que nous avons traversée. Je crois que les gens commencent à comprendre quelle est la mission de ces femmes. Avant, vraiment, c'était terrible. On les appelait les aides ménagères. C'est un terme que je déteste. Il est tellement réducteur. Je crois qu'on commence à mieux comprendre la mission des auxiliaires de vie et leur service. Ça ne va pas vite, mais ça avance quand même. Là, dans le cadre du CNR, il y a quand même tout un volet fabrique du bien vieillir. Et dans la fabrique du bien vieillir, il y a la question de l'attractivité des métiers et on nous demande de plancher sur non seulement, évidemment qu'il faut une revalorisation des salaires. Enfin, voilà, si on veut attirer des gens dans nos métiers, il faut qu'ils puissent en vivre. Un taux de précarité de 18%, c'est pas possible. Mais pas seulement, c'est aussi repenser l'organisation du travail, l'autonomie de ces personnes. Voilà, ça peut pas être horizontal. Il faut s'appuyer sur elles, il faut s'appuyer sur leur intelligence, sur leur intuition, sur ce qu'elles ressentent quand elles sont auprès des gens. Il faut conserver le lien. Enfin voilà. Et tout ça, je crois que ça avance tout doucement.
peut-être avec le film Intouchable, qui était un des premiers films qui montrait un auxiliaire de vie. Certes, c'est un homme, certes, il vit dans un château, donc tout ça, c'est quand même très loin de mon quotidien. Mais c'était quand même, voilà, en tout cas, quand je veux expliquer ce que c'est auxiliaire de vie, je parle d'Omar Sy. Et puis, voilà. Et puis, tu l'as dit, voilà, les métiers du grand âge. Alors, j'espère que pas par rapport au prisme des scandales de ces derniers mois. On en parle beaucoup parce qu'on a tous autour de nous des gens qui vieillissent, des gens qui ont un pépin de la vie et qui ont besoin de soutien chez eux. Et donc, je compte aussi beaucoup sur tous ces ambassadeurs du quotidien pour faire avancer nos sujets. Bon, Daphna, on arrive au bout de notre échange. Le temps passe toujours très vite dans Changer la norme. Je vais te poser des petites questions finales. C'est la tradition d'en changer la norme. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Quelle est la raison d'être de Logivité ? Soutenir et accompagner non seulement les personnes âgées, mais aussi les auxiliaires de vie qui composent notre équipe. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Convaincre ? Ouais. Oh là là. Convaincre. Là, en ce moment, il faut que j'arrive à convaincre notre première ministre et notre président de la République de mettre le paquet sur l'attractivité des métiers du grand âge. Ils semblent convaincus, mais après, il faut voir comment ça se traduit. Comment les actes vont parce traduire que notre ministre, le ministre des Solidarités, il a l'air à fond. Bon, vraiment. T'en as déjà un dans la poche. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Je ne sais pas si on peut parler de taxes. Vraiment, moi, je suis pas une bonne économiste. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui travaillent gagnent mieux leur vie qu'en ne travaillant pas. Et on est dans des métiers où, en fait, le salaire est tellement bas que finalement, si ce n'est pas par conviction, ça n'a pas beaucoup de sens d'aller travailler. C'est ça que j'aimerais bien changer. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ? Le meilleur... oh là là. Ou que tu donnerais ? Faut croire en ses rêves. Faut faire des listes au Père Noël. Parfois, ça marche. C'est la bonne période en plus. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme ? On est dans une telle urgence et climatique et humaine. Je ne peux pas te répondre comme ça, mais en tout cas, tout qui irait dans le sens de l'humain et de la planète, quoi. C'est nul, hein, mais je ne sais pas quoi te dire d'autre. Merci Daphna. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout où la technologie a l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.